pas ce que c'est l'association de développement pour l'emploi agricole et rural, dont le premier rôle c'est d'accompagner les porteurs de projets. Donc on reçoit, et d'être confronté aux problèmes dont tu as parlé Cyril. On reçoit à peu près entre 120 et 150 porteurs de projets par an, souvent des porteurs de projets hors cadre familiaux, bien qu'on accompagne aussi des porteurs de projets dans le cadre familial. Et c'est vrai que la première difficulté, c'est l'accès au foncier, ça c'est sûr. C'est-à-dire que sur les 120, 150 porteurs de projets qu'on reçoit, malheureusement, on ne peut pas les accompagner jusqu'à l'installation. Certains oui, mais la majorité non. Et bon, alors ça c'est le premier, c'est le cœur du métier de l'ADA. L'ADA accompagne aussi à la transmission, c'est-à-dire qu'elle a un cursus de formation pour les cédants, où on leur explique qu'ils peuvent envisager que leur ferme change de production, que c'est pas foutu au niveau, parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'ils ne pourront pas installer quelqu'un parce qu'ils ne gagnent pas leur vie avec le travail qu'ils font. Et donc ils n'ont pas, puis qu'ils travaillent beaucoup, donc ils n'ont pas très envie d'installer. Et que c'est facile d'agrandir le voisin évidemment, mais il y a toute une réflexion qu'on mène sur le fait que non, leur ferme, elle peut permettre à des gens de vivre. Et c'est essentiel évidemment pour pouvoir installer des jeunes, parce que du coup il y a des terres qui peuvent se libérer et donc voilà, il y a je ne sais plus combien de jours de formation il y a là entre 3 et 5 jours de formation pour les cédants, et après il y a l'accompagnement pour les cédants, parce que quand on installe un jeune, enfin un jeune ou moins jeune d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui changent de vie au fur et à mesure de leur vie, eh ben, il faut que ça se passe bien, et du coup l'accompagnement, ça sert à ça. C'est-à-dire on accompagne le porteur de projet d'un côté, et un autre animateur accompagne la personne qui transmet, et puis ça se met comme ça. Et dans cette continuité, on a décidé il y a quelques années, alors ça se met en place petit à petit, certains d'entre vous donc, ont participé aux formations pour les élus, qui est un premier pas, parce qu'on propose aussi de l'accompagnement pour les collectivités. D'ailleurs, on a rendez-vous demain avec Dominique Legrésy de Corps, qui veut acquérir une petite propriété et qui veut voir ce qu'on peut faire. Et ça serait, enfin, si ça arrive à fonctionner comme il faut, mais ça se met en place, c'est un peu long mais ça se met en place, ça serait génial, parce que d'un porteur de projet qui arrive à la gare, de l'autre côté on arriverait à l'installer et on serait beaucoup plus efficient sur le et bon, après pour les paysans en place, et c'est dans le cadre de l'accompagnement en premier lieu, bon, ça c'était finançable par l'IDEA, qui est le fonds de formation en agriculture, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Maintenant c'est plus possible, alors il faut trouver des financements ailleurs, la région participe. D'amener les porteurs de projets qu'on reçoit à réfléchir sur ce qu'est leur projet, s'il est viable, si ça correspond vraiment. Il y a des personnes qui arrivent évidemment et qui se disent au bout d'un moment, enfin, ils sont accompagnés justement pour y réfléchir. Non, finalement, l'agriculture, c'est pas mon truc. Donc voilà un peu la palette du travail de l'ADA. Et voilà. Si vous avez des questions là-dessus. Il y avait, moi je voulais poser une question aux élus qui ont participé à la formation, un petit peu de savoir leur ressenti par rapport à ça, s'ils avaient l'impression qu'on leur a apporté des choses, s'ils avaient des interrogations suite à la formation. Ce fut deux journées intéressantes, Dominique. Donc, on en parle après. Bien intéressant, moi je suis issu du milieu agricole, donc j'avais quelques notions. Voilà, c'était surtout le rôle d'un élu pour, comme tout à l'heure je l'évoquais, la difficulté. C'est un monde bloqué, quoi. C'est fermé. On ne peut pas poser de questions. Je vois bien aux agriculteurs sur le foncier, ils ne répondent pas. Donc on leur parle ADA, on leur parle chambre d'agriculture, transmission. On a les éléments, on a des infos maintenant. Hein.
pour pouvoir leur donner de quelle démarche ils peuvent avoir, puisque beaucoup partent à la retraite dans les 5 ans à venir. Donc c'est maintenant. Je peux aller en tant que maire leur dire, pensez à vous faire accompagner, etc. Sans les heurter en disant, je voudrais bien que vous installiez un jeune. Voilà. Voilà, d'accord. Donc c'est à ça, voilà, j'ai les informations. Je sais qu'il y a une personne dans ma commune qui veut s'installer. Mais voilà, je voudrais l'aider discrètement. Mais bon, je vois bien que c'est fermé pour l'instant. Elle n'est pas d'ici. Hein. Donc elle est en formation. On va y arriver. C'est une femme. Donc il y a encore du travail à faire. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que enfin, on est vraiment dans l'humain. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. La terre, enfin, la terre, c'est la terre des ancêtres, c'est la terre. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Donc, c'est compliqué de céder, de vendre. Est-ce que le fait de vendre, de laisser à quelqu'un d'autre, c'est pas un échec enfin, voilà, il y a toute une histoire comme ça. C'est pour ça que je trouve que la formation que fait l'ADR autour des cédants, c'est là que il me semble que c'est peut-être la partie la plus importante du travail. Et, enfin, d'aller expliquer aux agriculteurs qui peuvent les laisser et que ça sera bien derrière, ça sera bien fait, et que, enfin, que le troupeau ne sera pas, enfin, abandonné, ce que disait Patrice, enfin, voilà, je trouve que c'était la partie, enfin moi je trouve ça la partie la plus intéressante, enfin la plus intéressante. L'élément qui pour le moment a été important. Après effectivement pour les élus, nous, au-delà de la volonté qu'on peut avoir, il nous faut des moyens, quoi. Enfin, des choses. Alors on a le PUH, enfin, on a des outils, mais après, moi sur la commune de Saint-Céré, il y a une ferme de 20 hectares là, qui s'est vendue, qui s'est éparpillée, enfin, voilà, on va dire comme ça. Et alors que moi j'avais reçu deux jeunes qui cherchaient, voilà, et quand c'était trop tard, quoi, après, voilà. Et je trouve que, alors peut-être que ça aurait pas fait affaire, hein, mais si on avait su peut-être, voilà, il y a un problème de communication, d'information là peut-être, d'anticipation, oui, voilà, d'anticipation. Voilà. Pour nous aider effectivement, parce qu'on peut faire le lien, parce qu'on est un peu, du coup, peut-être un peu, enfin, on peut faire le lien entre ceux qui cèdent et ceux qui viennent. Notre rôle peut être aussi là. Voilà. C'est sûr que c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est vraiment un travail d'anticipation pour arriver avant que les choses se fassent. Et c'est aussi en fait un problème de manque de moyens. En fait, il y a des choses qui ont changé assez récemment sur les compétences, notamment les compétences des communautés de communes. Mais il n'y a pas encore forcément tous les outils. Hein. C'est bien pour ça qu'on réclame en particulier en France. Il n'y a pas forcément tous les outils pour aboutir. Donc c'est vrai que c'est des choses qui se mettent en place progressivement, qu'on a envie, mais on n'a pas forcément tous les moyens. Et voilà, il faut continuer, je pense, à travailler pour que tout ça se développe. Alors moi, je vais revenir un peu sur les positions de la Confédération paysanne sur plusieurs points. On a vécu une période après-guerre de fort développement de l'agriculture avec la politique agricole commune, avec un soutien des prix, avec des systèmes de quotas qui ont permis de développer fortement la production agricole, mais qui se sont accompagnés de choses qu'on peut juger positives ou négatives, mais d'une forte diminution du nombre de fermes. Hein. Grosso modo, on a divisé par 5 le nombre de fermes, qui se sont accompagnés aussi d'une spécialisation des fermes. Des fermes de plus en plus grosses et de plus en plus spécialisées dans une production. On est sorti du système polyculture élevage qui était vraiment le système classique qu'il y avait avant, avec des complémentarités. Voilà. Et bon, ce système, il a atteint certaines limites avec la politique agricole commune qui a été revue, avec l'abandon des systèmes de quotas, notamment au niveau du lait, qui permettaient de réguler la production et de garantir des prix. Donc on a vu ce que ça donne sur le lait avec les crises laitières, avec des producteurs aujourd'hui qui sont rémunérés en dessous de leur prix de revient. Et donc en fait, on a aussi des structures qui sont de plus en plus importantes et donc avec des capitalisations énormes et donc très difficilement transmissibles parce que c'est des capitaux qu'un jeune ne peut pas reprendre. Et donc en fait ce qu'on constate, c'est que
on a des difficultés à faire reprendre ce type de ferme et on a un nouveau type de candidat pour l'agriculture. On a beaucoup de jeunes qui ont, enfin de jeunes ou de moins jeunes qui ont envie de s'installer dans une autre vision de l'agriculture, une vision qui est plus justement sur la valeur ajoutée à travers la transformation, la commercialisation. Et en fait, je dirais que les schémas institutionnels, ils ont du mal à évoluer pour favoriser ce type d'installation. Et donc ça fait partie des combats que mène la Confédération paysanne. Je vais essayer d'être synthétique parce que c'est compliqué. En fait, grosso modo, il y a trois volets d'action. Il y a le schéma directeur des exploitations agricoles qui est celui qui va décider des priorités, soit en termes d'attribution des fermages quand il y a concurrence, soit aussi en termes d'attribution des terres quand il y a vente, puisque le schéma directeur s'applique aussi à la SAFER. Donc ça c'est un outil qui est loin d'être parfait, mais qui a quand même le mérite de poser un cadre, qui est quand même assez clair, et même s'il est parfois contourné, de quand même faire que à partir du moment où on dépasse une certaine taille, on est soumis à concurrence, ce qui laisse la possibilité à des personnes qui veulent s'installer d'une moins grande, qui ont besoin de conforter leur exploitation, de se mettre en concurrence. Et bon, ce cadre, même s'il est imparfait, et je vais revenir dessus, il permet quand même de mettre des garde-fous aux gros qui mangeraient tout, quoi, hein, pour être clair. Donc voilà. Alors ce schéma des structures, il est actuellement en rediscussion. Il y a eu une phase de concertation là, depuis 6 mois qui a donné lieu à un projet qui a été. Donc, je ne sais pas si la consultation a eu lieu à la région, mais nous on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas sur ce domaine-là. En particulier, on parlait des petites moyennes exploitations. Eh bien, le schéma des structures pour déterminer les seuils d'agrandissement, les seuils de mise en concurrence, etc., il ne se base que sur des chiffres qui sont sur la moyenne des moyennes et grandes exploitations. C'est-à-dire que d'emblée, il exclut toutes les petites. Il faut quand même savoir qu'il y a presque 50% des exploitations qui font moins de 20 hectares, qui constituent, voilà, et qui constituent en pourcentage qui emploie autant de main-d'œuvre et crée de la valeur ajoutée, quoi. Donc, grosso modo, le schéma tel qu'il est fait aujourd'hui, il acte le fait que on supprime 50% des exploitations, quoi, dans le schéma, grosso modo. Et ce calcul-là, en fait, il ne fait qu'entériner, au lieu de dire bon ben là on est arrivé à un niveau où c'est stop, il faut arrêter l'hémorragie dans les campagnes parce que c'est essentiel à l'emploi, hein, ça commence par ça, quoi, hein, à créer de l'emploi dans nos territoires. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui délocalisent, etc. Et là, ici, il y a bien une activité locale, c'est l'agriculture, surtout quand elle met de la valeur ajoutée derrière avec la transformation et la commercialisation. Donc c'est vraiment essentiel à un moment de dire stop, il faut arrêter d'accompagner l'agrandissement des exploitations. Il faut dire là on a atteint un seuil, on ne peut pas avoir des seuils de déclenchement qui augmentent à chaque schéma. Il faut aujourd'hui rester sur les seuils qui étaient sur le schéma avant. Et bon, il y a d'autres choses qui sont incohérentes, notamment le fait qu'il y ait des critères qui ne soient pas pris en compte. Je ne vais pas tout dire parce que c'est compliqué, mais qu'il n'y ait pas une priorité clairement exprimée en faveur de l'agriculture biologique et qu'on ne mette pas sur le même plan le label haute valeur environnementale qui est grosso modo une jolie grille pour faire rentrer l'agriculture conventionnelle dans les clous pour pouvoir bénéficier des aides dont bénéficie aujourd'hui l'agriculture biologique. Il y a un petit article dans le journal de Le Paysan du Lot à ce sujet. Et puis il y a aussi le fait qu'on ne prenne pas en compte la notion
notion de personnes qui s'installent non issues du milieu agricole. Immaculteur. Aujourd'hui, il y a plus du Non tiers des issus du milieu installations, et heureusement, puisqu'il y a une exploitation sur 3 conventionnelle qui a un repreneur. Donc s'il n'y avait pas ces installations non issues du milieu agricole, ce serait vraiment catastrophique, quoi. Et donc dans le schéma, on prend en compte la notion de, entre guillemets, de hors de cadre familial, mais des fois ça peut être déguisé, hein, c'est-à-dire que le fils il s'installe sur une exploitation à côté pour avoir sa DJA, pas passer en agronomie. Voilà l'incohérence, on met en place une mesure et on ne la traduit pas dans les outils qui sont existants. Donc je ne sais pas où en est la discussion de la région là-dessus, hein, mais voilà, ça fait partie des choses qu'aujourd'hui la copie pour nous elle est clairement pas bonne sur ce dossier du schéma des structures. Je vais essayer d'être rapide. Bon, un deuxième gros volet, c'est la politique agricole commune à travers les aides qui sont données à l'installation et les bonifications qu'il peut y avoir, et à travers aussi le volet de plafonnement des aides, hein, c'est-à-dire aller vers une aide qui soit plus à l'actif et non pas aux hectares, qui fait que on peut accumuler les hectares et multiplier les aides. Donc à un moment donné, il faut plafonner le nombre d'hectares, et il faut aussi résoudre le problème de la retraite, hein, que les paysans puissent partir avec une retraite correcte au niveau du SMIC et laisser leurs exploitations Ça risque pas, hein. plutôt que de La mienne, elle est sous le seuil de pauvreté. et à faire tourner des Oui, c'est ça exploitations qui qui font font plus de l'assistanat entre guillemets que vraiment de l'utilité collective. Voilà. Donc voilà sur la politique agricole commune. Il y a quand même aussi un point qui est, pour nous, il y a urgence à installer des paysans. C'est vraiment le domaine dans lequel tout le monde doit s'impliquer, l'État, l'Europe, et on ne peut pas accepter que les contraintes budgétaires fassent qu'on soit coincé. Il faut vraiment qu'il y ait des moyens qui soient mis. Quand on entend les gens de la DRAF nous dire oui, mais là on ne peut pas prendre tel et tel critère parce que c'est compliqué, ça va être compliqué pour nous de voir les dossiers, on n'a pas assez de monde. Et à un moment on dit attendez, il y a urgence ou il n'y a pas urgence? Et donc je vais finir sur le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est le volet accompagnement, formation et pluralisme. Donc on constate aujourd'hui qu'on a une forte proportion de personnes qui s'installent, qui sont non issues du milieu agricole, qu'on qualifie gentiment de entre guillemets atypiques. Hein, ça montre quand même la façon dont on les appréhende. Et ce qu'on constate, c'est que il y a un problème d'accompagnement de ces porteurs de projets par les structures institutionnelles classiques qui sont restées dans un schéma conventionnel, la chambre d'agriculture pour la nommer, hein, en clair, les chambres d'agriculture, et que tout le travail qui peut être fait par les associations comme les ADR, et bien, en fait, qui est un travail énorme, hein, il est vraiment pas du tout soutenu. Il n'est pas soutenu à la fois Il reproduit même. pression des formations des porteurs de projets qui sortent du cadre VIVEA, du cadre de la formation agricole. Il faut trouver d'autres financements. Donc ça veut dire que la seule formation en fait qui est acceptée par le schéma, c'est la formation dans les lycées agricoles, dont on pense quand même qu'elle pourrait évoluer beaucoup plus. C'est aussi l'accueil. Au niveau du point accueil installation, qui est le passage obligé pour les porteurs de projets pour avoir accès aux formations, etc. Et bien aujourd'hui on a un point accueil installation qui est verrouillé par la chambre d'agriculture, avec, il faut dire les choses, hein, quand on arrive avec un projet atypique, on vous dit bon vous êtes gentil, mais on n'est pas là pour accompagner les jardiniers, quoi.
Voilà. Et donc il y a un réel enjeu de financement. C'est-à-dire très clairement, ce qui se passe, c'est qu'un jeune qui veut s'installer en maraîchage aujourd'hui, il va au point accueil installation, on lui dit c'est pas un projet professionnel, repasser. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va à la DEAR, qui fait le travail du point accueil installation, sauf qu'elle n'est pas financée. C'est-à-dire qu'elle passe du temps sans être financée. Donc là, il y a un réel problème de pluralisme pour soutenir les associations comme la DEAR et Terre Vivante qui font un travail. Vraiment dit quoi, votre projet, c'est ça? Ah, mais 3 chefs d'un jardin, quoi. Ouais, non mais ça c'est texto, hein. C'était On a vraiment vraiment ça, dit ce ça, que nous a quoi, dit donc, le gars qui s'occupait du pays, là-bas. Et par contre la SAFER en Dordogne nous a fait visiter plus de fermes, alors que quand on a appelé la SAFER dans le Lot, ils nous ont dit ah mais c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et comment on fait? Ah non mais c'est pas mon problème. Bon bah Alors qu'en Dordogne, ils se sont bien occupés de nous. voilà. Donc Suivant les départements. selon sur qui on tombe, voilà, on a plus ou moins de bonheur. Oui, une question. Oui, bonjour, je voudrais juste apporter un témoignage de Béotien. Je suis le nouveau maire de la commune de Cambura et j'aimerais apporter mon soutien à des jeunes qui veulent s'installer sur des petites parcelles. Donc je suis venu ici pour apprendre des choses, pour voir quels sont les outils qui peuvent être à disposition et pour témoigner devant tout le monde qu'il y a des maires qui ont envie d'essayer de s'impliquer dans cette voie, mais voilà, il y a un travail de co-construction à faire et sur lequel je débute totalement, sachant que sur la commune, je connais 8000 m² de terres qui sont très favorables au maraîchage, qui sont disponibles, le propriétaire veut les vendre, l'exploitant qui est dessus, il est prêt à les céder, il est prêt à ce que la collectivité les achète, mais je ne veux pas m'engager dans un système sans l'avoir instruit avec toutes les parties prenantes, ce que je ne connais pas pour l'instant. Voilà. Donc on va refaire une formation pour les élus, si je comprends bien, Eliade. Je voulais peut-être demander à Vincent, j'ai cru comprendre qu'il y avait une évolution sur la barrière des 40 ans pour la DJA et que la région serait favorable, pas jusqu'à 70 ans, mais qui quand même... parce que ce qui est évident, c'est qu'il y a des parcours de vie qui sont différents maintenant d'il y a 30 ans, et que les gens changent, voilà, et qu'il faut s'adapter à ce genre de choses, et qu'on a des plus de 40 ans, 45 ans qui veulent s'installer, et qui ne bénéficient pas de tout ça. Et une dernière chose sur les propositions de la conf qui remontent à très très longtemps, c'est le bail de carrière, parce que les contribuables refinancent à chaque fois les installations avec des budgets très lourds, des aides très lourdes, alors que nous on proposait aussi la possibilité de faire des bails de carrière. On donne à l'agriculteur, au paysan qui s'installe, les moyens de fonctionner, et il recède tout ça à la fin de sa carrière. Enfin, il y a des choses à trouver. On avait fait des montages pour que ce soit réaliste. Et ensuite, pour éviter ce refinancement total sur des capitaux de plus en plus énormes à chaque installation. Voilà. Sur l'âge de l'installation, moi je me suis installée 52 ans. Et j'ai démarré mon projet à 48 ans. 5 ans de travail de formation, de pensée et donc je suis une femme, je fais de l'osier, j'ai 52 ans, donc j'ai droit à rien en fait, aucune aide est disponible, voilà, je me suis débrouillée un peu toute seule et je pense que ça aussi il faut le penser parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font des reconversions. Et c'est ce potentiel-là qui va faire qu'on va pouvoir créer des fermes aussi. Et le Covid a été un élément déclencheur pour beaucoup de gens. Alors après, il faut que ça tienne dans la durée, parce qu'entre l'envie, quand on est enfermé dans 10 m² pendant un mois, et la viabilité d'un projet ou la durabilité d'un projet, il y a un gap, mais je pense que c'est important. Pour situer les chiffres, il y a plus de 50% des gens qui s'installent non issus du milieu agricole qui s'installent après 40 ans. Les reconversions. Bon, alors, puisque je suis interpellé sur le sujet, alors, mais vous devez le savoir quand même, mais on est à peu près la seule région de France à avoir financé les installations après 40 ans, alors c'est sûr, je peux vous
peut-être, mais on ne va pas à 52 ans. Parce que c'est un vrai sujet. Hein. Moi j'entends ce que vous dites, mais alors après, on ne parle plus de jeunes agriculteurs. La définition, c'est jusqu'à 35 ans. Bon, nous on a choisi d'aider beaucoup de hors cadres familiaux. Alors moi j'aime pas le langage utilisé parce que je préfère le langage des hors cadres familiaux. Il y a des projets, il y a des porteurs de projets, et il y en a de plus en plus qui sont hors cadres familiaux. Donc ceux-là, il faut leur donner des bonifications pour qu'ils puissent porter leur projet, parce que forcément, quand on a à côté des compétences qui sont transmises, du foncier, du matériel qui est transmis, c'est beaucoup plus facile que quand on est hors cadre familial et qu'on arrive là avec rien et qu'on a beaucoup d'envie mais peu de moyens. Donc ça fait quand même partie des sujets. Donc oui, nous sur les dotations, on a parfaitement conscience qu'aujourd'hui il y a beaucoup de projets qui se font en seconde carrière. Enfin, personnellement, en tous les cas, je trouve que c'est heureux, parce que ces gens qui arrivent, ils sont motivés par finalement ce qu'ils laissent derrière eux et qu'ils n'ont plus envie de retrouver et de voir. Donc on en voit quand même beaucoup qui arrivent quand ils commencent à avoir des enfants, etc., autour de 40 ans. Donc c'est pour ça qu'on a élargi notre dispositif pour pouvoir aider ces personnes-là. Bon, après, je ne connais pas votre projet particulièrement, mais si on se dégage de l'installation, il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels vous pourriez être aussi éligible, comme on a financé par exemple le bâtiment qui est en dessous côté région. Juste deux mots après sur le contexte général par rapport à ce que vous avez cité. Nous, on a toujours défendu l'aide à l'actif, qu'on soit très clair là-dessus. C'est encore quelque chose que je porte. Alors, dans l'organisation, les vice-présidents de région se réunissent tous les mois. On est ces jours-ci très sollicités par rapport justement à la mise en place de la PAC. On a beaucoup de discussions sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez vu, d'un point de vue politique, de quel bord sont les régions. Donc c'est quand même assez compliqué d'arriver sur un consensus. Mais en tous les cas, ça c'est quelque chose qu'on défend, qu'on a beaucoup travaillé avec la conf au niveau national. L'aide à l'actif, le plafonnement des aides, enfin tous les sujets qui ont été ici abordés, y compris d'ailleurs le bail de carrière qui est, je crois, un outil qu'on devrait pouvoir mettre en place. J'espère qu'on y arrivera un jour, parce que je crois que ça a véritablement du sens. Et même d'ailleurs pour le cédant, hein, ça peut être intéressant d'aller sur cette question-là. Voilà, mais après, nous en tous les cas, on ne va pas aller jusqu'à... Aujourd'hui on a 45 ans et les questions se posent et on a des débats, y compris à la commission agricole de la région, mais on ne va pas au-delà pour le moment. Il y a aussi une question de moyens, d'investissement d'argent public, enfin bon, ça fait partie des sujets. Mais j'insiste quand même sur le fait de dire qu'on a été la première, et je n'affirme pas qu'on soit la seule aujourd'hui, mais en tous les cas, sur les plus de 40 ans, il y en a très peu qui le font aujourd'hui. Pour cette réforme de la PAC, je compte sur les élus aussi pour défendre. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a possibilité d'aider, d'avoir un montant supérieur d'aide sur les premiers hectares. Et ce n'est pas juste 2-3 hectares, c'est sur 50 hectares, 52 exactement je crois. Et donc de renforcer ce système-là, parce que ça conforte les petites et moyennes exploitations. Hein. Et ça devrait faire consensus sur le lot. Je pense que tout le monde y a intérêt à y gagner. Et qu'est-ce qui bloque? FNSEA. Il n'y a pas qu'au niveau, au niveau européen aussi. Alors, par rapport à ça, on a souvent, pas que j'en parle trop parce que ça va y être à la part, on a souvent quand même des discussions sur le sujet et surtout une position syndicale régionale qui est différente de la position nationale. Sur cette question-là. Malheureusement, c'est toujours la nationale qui l'emporte. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais par rapport à ce qui a été dit et par rapport à l'exemple qui a été cité, qui est très intéressant, il faut qu'on soit clair. Hein. En Occitanie, les aides dépassent, les aides qui sont allouées à la ferme Occitanie dépassent largement les revenus de la ferme Occitanie. Et il faut que nous, ce qu'on plaide, côté région, en tous les cas, c'est une meilleure répartition des aides. Mais nous avons une agriculture qui est très aidée et régulièrement, encore une fois, les aides dépassent les revenus. C'est aussi pour ça qu'on estime qu'on a le choix de choisir l'agriculture qu'on porte, en tant qu'élu, mais aussi en tant que citoyen. C'est normal qu'il y ait ce type de revendication, mais je ne suis pas sûr que tout le monde en ait conscience. Il y a 78 000 agriculteurs en région, 47 000 dits professionnels, et encore une fois, c'est une agriculture qui est
peut-être plus aidé qu'ailleurs parce qu'on a aussi beaucoup d'habilité. Hein. On a 80, je crois, 5% ou 80%. Je ne me rappelle plus si c'est 3 ou 5, enfin 85% mettons, de notre territoire en zone défavorisée et plus de 65% en zone de montagne. C'est pour ça qu'on est une région qui dépend donc beaucoup des aides. Ouais. Je vais juste vous livrer un autre chiffre, alors je ne l'ai pas sur la région Occitanie, mais 2015, moyenne des revenus en Occitanie 14 000 €, moyenne des revenus en Picardie 74 000 €. Il vous faut aussi en avoir conscience, c'est savoir pourquoi on se bat. Donc notre objectif, c'est d'arriver à un rééquilibrage des aides. Et pour la première fois, mais j'arrête là après, pour la première fois, il y a toujours un consensus entre régions par rapport à ces sujets de répartition de la PAC. Je pense que là, il y aura une fracture parce que les trois régions Grand Est, Hauts-de-France et Bassin parisien ne veulent pas s'aligner sur les propositions qui sont portées par les autres régions, notamment sur le sujet de la répartition des aides. Et là, je peux vous assurer que ces jours-ci, c'est très tendu au niveau des conseillers, des vice-présidents. Je rajoutais, pendant la PAC, là, pour la PAC actuelle, il y avait la possibilité pour les États de mettre en place une aide spécifique pour les petites fermes qui ne touchent pas forcément la PAC. Et ça a été refusé. Alors que là, c'est pas l'Europe, pour le coup, on ne peut pas rejeter la faute sur l'Europe, c'est vraiment l'État qui a refusé de mettre en place, c'est l'État ou les régions, je ne sais pas, c'est l'État qui met la main. C'est l'État, parce qu'on est passé dans un cadre maintenant national avec le PSN, le plan stratégique national, donc c'est l'État qui ça, ce serait bien, mais c'est comme tout à l'heure, vous évoquiez le plafond des aides, mais il faut le dire aussi, aujourd'hui les choses, la messe est dite, le ministre l'a clairement écarté. Je veux dire, ce qui veut dire, c'est que c'est important. Enfin, si elle ne veut pas que le permet, ce sera important de mettre en place cette aide qui peut aider notamment les maraîchers qui souvent ne touchent pas du tout d'aide PAC, bien souvent. Et les petites structures comme ça qui produisent aussi de la valeur ajoutée, qui font de l'emploi et qui souvent sont au niveau des sols plutôt positifs. Ça, ce sera important de remettre en place une aide spécifique, un montant forfaitaire là, pour les petites fermes, au choix, soit cette aide-là, soit l'aide PAC classique. Pierre. Ça a été mentionné un peu dans notre présentation, mais il y a quand même des anomalies à dénoncer parce qu'elles sont grosses au niveau de la PAC. Donc on a parlé tout à l'heure des fermes qui continuent, une fois qu'ils sont des agriculteurs qui, une fois à la retraite, continuent de toucher les aides parce qu'ils ont, au lieu de transmettre à un autre exploitant, ils conservent l'outil, ils le mettent au nom ou de leur femme qui est déjà retraitée, ou d'une fille ou de quelqu'un qui peut juridiquement devenir exploitant. Et donc ils continuent à toucher les aides. Même s'il produit très peu, puisque en fin de carrière, passé 60 ans, on n'a plus les mêmes capacités physiques pour travailler. Et je vois sur une commune comme Livernon, il y a 3 exploitations qui sont dans ce cas. Ça représente donc à peu près un tiers des exploitants de la commune. Et ces 3 exploitations touchent à la louche, je ne le sais pas de façon très précise, mais je le sais à peu près à la louche, touchent chacune 30 000 € d'aide PAC par an. Ça fait quand même 90 000 € qui sont utilisés pour bloquer de l'installation, parce qu'en fait, ça bloque de l'installation. Et de l'emploi et de la production locale. La durée du nouveau plan, donc c'est pour 5 ans. Donc ça va faire 450 000 € sur la commune de Livernon qui sont utilisés pour empêcher l'installation. Et alors moi j'ai un cas comme ça aussi qui peut paraître complètement surréaliste. À Prud'Homas, il y a des personnes qui sont agriculteurs, qui connaissent une société agricole sur le papier, qui ne savent même pas où sont leurs terres, qui touchent les aides PAC sur leurs terres et qui font de la vente d'herbe. C'est-à-dire qu'en fait c'est d'autres paysans qui viennent acheter l'herbe sur pied. Ou qui mettent les vaches. Qui payent l'herbe comme ça. Au poids souvent, au poids évalué. Et ils récupèrent la PAC. Donc ça c'est aussi un gros frein. Nous on était confrontés à ça quand on a voulu acheter. On nous a répondu bah oui mais moi j'ai besoin de cet argent pour lever ma fille. Et ça on en connaît 2 personnes sur Prud'Homas qui font ça. On a les noms. Pour le coup effectivement moi aussi je sais à peu près combien elles touchent de PAC ces personnes-là et c'est plus de 30 000 €.
C'est quand même l'argent public, l'argent de nous tous, hein, c'est quand même grave, quoi. Après, il y a aussi le fait qu'on est dans un système où il y a énormément de subventions, c'est dans toutes les productions, hein, dans les industries, etc., hein, avec une répartition qui est très mal faite, et un problème qui est en fait qu'on n'est pas rémunéré simplement par le prix, quoi. Donc il y a besoin effectivement d'aide, parce qu'il y a des zones qui sont plus favorisées que d'autres, il y a besoin, voilà, il y a des aides dans les zones défavorisées pour permettre de maintenir une certaine compétitivité, entre guillemets, mais c'est des choses qui, sur les gens qui sont en vente directe, sur le local, etc., en fait, bon, l'impact, il n'est pas le même. Et moi, je pense qu'il y a un rôle aussi, à un moment donné, de redonner la vraie valeur aux choses. Et je vais relancer un petit peu sur le rôle des élus aussi, à travers la restauration collective. Et à un moment donné, de dire, parce que, en fait, est-ce que les aides, au lieu de les donner en aide directe aux paysans, est-ce qu'il ne faut pas remonter les prix en achetant les ingrédients à un prix qui corresponde à leur vrai coût de revient, hein, c'est-à-dire que finalement, voilà, mettre l'aide sur le prix et non pas sur un système où, en fait, le système des aides pour que les prix soient bas, il faut savoir qu'ils profitent d'abord et avant tout. En même temps, c'était couru d'avance, quoi. Donc il y a aussi un rôle de la collectivité, des collectivités, de dire, bah oui, peut-être qu'il faut remonter le prix du repas d'€1, réorganiser les financements pour acheter à un prix qui soit effectivement rémunérateur, retravailler sur les modes d'appel d'offres, parce que si vous faites un appel d'offres pour l'ensemble des collèges du département, vous n'allez avoir aucun petit paysan qui va être en capacité de répondre à l'appel d'offres, ça veut dire qu'il faut s'organiser, se grouper, etc. Alors que si on fait des appels d'offres par tranche, eh bien, on peut arriver à travailler avec du local. Donc là aussi, il y a un rôle, et puis il y a un rôle aussi des citoyens là-dessus pour dire, bah oui, on veut manger du bio, on veut manger du local, et il faut accepter d'en payer le prix, quoi. Monsieur le Président des conseils départementaux, je vous ai bien introduit. Hein. Merci toujours, parce que je vais devoir vous laisser aussi. Vu que j'habite dans le sud du département, il va falloir que je regagne mon domicile. Merci déjà d'avoir organisé ces journées. Je trouve que c'est une riche idée, à un moment où on devrait tous rassembler au salon de l'agriculture, faire un salon d'agriculture là, en plein air, ici. Je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Et vu que ça se multiplie au niveau national, c'est l'occasion de faire parler de l'agriculture aussi. Donc, tout à l'heure j'écoutais Patrice là, et je disais que peut-être des fois faire de la politique c'est pas simple, mais à faire du syndicalisme agricole c'est compliqué aussi. Parce que quand on a 30 ans, on défend un certain modèle, quand on arrive après un certain âge, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on ne voit pas les choses toujours de la même façon. Ça dépend si on a besoin des terres ou si on loue les terres. Et quand on devient banquier, comme tu es devenu là maintenant, pour permettre l'installation, c'est sûr que ton état d'esprit a un peu changé. Pour ça, je dis ça en rigolant, mais néanmoins, on le comprend bien que le problème de l'installation est compliqué aussi. C'était dit tout à l'heure, et très justement et très bien dit d'ailleurs. Quand on a du foncier, quand on est un agriculteur, quand on arrive à la retraite, bien souvent, on vend du foncier pour peut-être faire quelques maisons, des lotissements. Ça nous met en colère, hein, ce genre de choses, et de notre côté, on ne peut que le comprendre aussi, parce que compte tenu du montant des retraites, il est évident que si on ne fait pas des compléments ailleurs, il est impossible aujourd'hui de vivre. Donc voilà un problème aussi qu'il faut arriver à résoudre. Et c'est vrai que le minimum, ce serait le SMIC, mais c'est vrai vraiment qu'un minimum. Donc tout ça, c'est des choses assez complexes. En plus, on hérite d'habitude, de coutume, et je pense que ce qui vous arrive à vous, mais ce qui arrive aux autres, c'est qu'on ne comprend pas qu'on puisse tirer 3 revenus décents sur une petite exploitation comme la vôtre, et qu'à côté de ça, soi-même propriétaire d'une très grosse exploitation, on n'arrive pas à gagner 1000 € par mois. Donc comment expliquer que cette petite ferme 10 hectares puisse tirer 3 revenus, et qu'on a une multitude d'hectares d'animaux et de gros tracteurs, on n'arrive pas à le faire. Donc ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Donc ça, il faut du temps, il faut en parler, il faut s'expliquer, mais encore faut-il qu'on vienne pour en parler. Ici,
ici, on voit très peu d'agriculteurs installés sur le... Non, les besoins sont plus Voilà, c'est un peu toujours le problème. Donc il faut faire d'autres réunions, continuer à discuter et faire comme ça pour échanger. Alors c'est vrai qu'on a peu parlé du département ce matin parce qu'on n'a plus de compétences directement agricoles au sein du département, c'est les régions qui les ont. C'est bien dommage, hein, je regrette beaucoup, mais c'est comme ça. Donc on a un rôle plus indirect à jouer. Hein. Donc déjà moi je me réjouis de la mise en place de la foncière Occitanie, parce que c'est vraiment la première des choses qu'il faut qu'on ait comme outil en collaboration avec SAFER pour pouvoir avoir du foncier. J'entendais, je crois qu'il est monsieur le maire, voilà, je le vois, il dit moi j'ai 8000 m² de terrain, je ne veux pas les acheter, je n'ai pas de projet. Et moi j'avais dire moi j'ai un projet, je n'ai pas 8000 m² de terrain. Et là on va tourner en rond, à se dire à un porteur de projet qui ne trouve pas les terrains, avoir des terrains et pas de porteur de projet. Et à un moment il faut bien fixer ces terrains pour qu'on puisse s'approcher avec des porteurs de projet. Et je comprends très bien que c'est compliqué pour la commune de Camburac d'investir sur du terrain. Donc on a vraiment besoin d'un outil pour porter ce foncier en attendant les porteurs de projet. Il faut bien qu'on ait du foncier, autrement on n'arrivera jamais à trouver des solutions. Voilà, ça c'est vraiment la chose importante qui nous paraît. Pour ce qui est du département, nous on a décidé quand même de continuer à soutenir l'agriculture parce qu'on y est très attaché sur deux axes essentiels, le développement de l'agriculture biologique. Ça nous paraît indispensable, il faut continuer à pouvoir travailler sur son développement. Pour cela, on a fait un marché là-dessus, travailler avec Bio46 aujourd'hui, sur une durée de 3 ans. On a modifié nos façons de faire, c'est-à-dire qu'on a lancé un marché, pas sur 1 an, mais sur 3 ans, pour qu'au moins la structure ait le temps de se mettre en place et de pouvoir travailler sur du moyen terme, c'est pas du long terme, mais déjà avec Bio46 pour développer l'agriculture biologique sur ce département. Et ensuite, les circuits courts. Comme tu le disais, là on travaille avec la Chambre d'agriculture et une association qui est Manger l'Autoir, qui regroupe des agriculteurs en vente directe pour fournir nos collèges en priorité. Mais je le dis souvent, nous on peut parler que de nos collèges, ça nous appartient. À côté de chaque collège, il y a toujours une école primaire, il y a toujours une EHPAD, il y a toujours d'autres et des restaurateurs bien souvent. Donc on peut créer des circuits de distribution à partir de là, c'est ce qu'on veut. Aujourd'hui, je deviens un peu plus optimiste que ce que j'ai pu l'être pendant un moment. Mes collègues savent souvent mes colères que j'ai pu avoir sur ce sujet. On commence à sentir une structuration, on commence à avoir des interlocuteurs qui, face à nous, ont bien pris conscience d'arriver 3 gouttes là, peut-être. De s'organiser. Et je pense qu'on va avancer sur ce sujet de façon forte. On va avancer même sur un sujet parce que quand on parle d'agriculture bio, c'est facile, parce que c'est défini par un cahier des charges. Quand on parle d'agriculture circuit court, agriculture locale, là aussi on a l'habitude de m'entendre dire que local ne veut pas dire qualité. Je suis désolé de vous le dire. Parce que là où on ne produit pas la qualité, on est toujours le local de quelqu'un. Donc il faut se garantir de cette qualité-là. Et aujourd'hui, on a des propositions qui nous sont faites pour aussi avoir un cahier des charges et garantir un minimum de qualité sur les produits qu'on pourrait mener dans nos restaurations. Dans nos restaurations collectives. Donc c'est un travail qu'on est en train de mener. Pour donner l'ordre d'idée, aucun département produit à peu près 1 million de repas par an. Mais quand on le multiplie, quand on voit la quantité de repas qui se produit au niveau des collectivités, notamment dans les EHPAD, dans les écoles primaires qui doivent être du même montant, une cuisine centrale comme le Grand Corps produit à peu près aussi 1 million de repas par an. Donc vous voyez qu'il y a des potentiels importants à pouvoir absorber. On a lancé aussi en parallèle une étude sur l'alimentation des personnes âgées, le gaspillage alimentaire dans les EHPAD. Ça fait froid dans le dos un peu. C'est-à-dire qu'on a pu voir jusqu'à 40% de gaspillage alimentaire dans les EHPAD. 40%. C'est énorme. Donc une question qu'on peut poser, pourquoi autant de gaspillage alimentaire? Pourquoi on gaspille autant dans des EHPAD au niveau alimentaire et qu'on voit des personnes âgées aussi dans ces mêmes EHPAD maigrir? Donc, la qualité aussi. Donc là c'est un vrai débat, voilà, c'est une discussion. Le portage des repas à domicile, ça reste un gros débat chez nous, il augmente à peu près de 20% par an. Et donc aujourd'hui on n'est même plus capable de produire dans ce département les repas dont on a besoin localement. Donc, là aussi une question de faire le lien avec la production locale. Et c'est vrai, alors je ne vais pas trop le dévoiler parce que je n'ai pas de quoi le dévoiler, mais la réflexion est faite aujourd'hui un petit peu de se dire si notre façon d'agir ne sera pas d'une façon indirecte en jouant sur le prix, mais de favoriser l'achat local en augmentant du coût des repas et en l'apportant directement dans le secteur, ça nous paraît peut-être une solution. Alors,
certainement pas 1 euro, parce que de quelques centimes de plus, ce serait déjà beaucoup pour favoriser ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre dans un repas, ça nous coûte à peu près 6,70 € de produire un repas et on prend déjà à peu près près de 50% des repas. Bon, je parle des collèges, hein, mais à peu près toutes les collectivités sont là, voire plus. 50% à charge, ça fait à peu près 3 millions d'euros pour le département. Et on essaie de rester au reste à charge des familles, ce qui fait environ de 3,20 € par enfant dans les collèges, ce qui n'est pas négligeable quand même. Ce qui permet donc de pouvoir travailler la qualité. Donc est-ce qu'il faudra qu'on augmente le ratio de la part qu'on consacre sur le coût d'un repas à l'alimentation? Certainement dans l'avenir, vraiment, mais alors il faut qu'on se borne pour le faire, parce que si on le fait comme ça, là, c'est sûr qu'on ne va pas répondre. Il faut bien le faire avec une contrepartie de l'achat local et de la garantie de l'achat local. Donc c'est des choses qu'on est à l'étude aujourd'hui. Presque mes collègues m'entendent presque en parler pour la première fois. Je l'ai soulevé un peu un bureau l'autre jour, mais très peu, parce qu'on regarde comment on peut faire ces liens avec chacune de nos restaurations. Notre grande difficulté pour nous, c'est que pour l'alimentation dans les collèges, qui pourrait être quand même une vision assez phare sur le département, vu qu'on est réparti sur l'ensemble du département et qu'on peut aussi être utile partout par cette distribution, c'est surtout que nos gestionnaires dans les collèges sont des agents d'État et ne sont pas des agents de la collectivité. Donc n'ont pas à recevoir de direction de la part du président du département. Et on n'arrive pas à, pour une fois qu'on revendique de prendre quelque chose à l'État, nous on demande les restaurations, enfin, les gestionnaires de collèges sous notre responsabilité et on nous répond, vous allez prendre les médecins scolaires et la médecine scolaire. Ça nous passionne beaucoup moins. Surtout que si on nous la donne, c'est parce que c'est déjà une carence de l'État et qu'on ne trouve pas de médecins ni d'infirmières scolaires et qu'on sait qu'on a hérité d'une difficulté. Nous, on aurait besoin d'avoir des gestionnaires qui appliquent nos politiques pour qu'on puisse répondre à ça. Ça reste un réel problème, malgré que la loi impose en 2023 d'être à 50% et que déjà, grâce à un gel, on a questionné quelles seraient les sanctions auprès des gestionnaires qui ne voudraient pas arriver à ces objectifs et on attend toujours la réponse. Voilà ce que je pouvais préciser, je n'espère pas avoir été trop long. Je vous remercie et je vais vous laisser pour regagner le sud du département. Merci pour ce débat. Un petit bout de fromage quand même. Voilà. Donc rapidement, pour dire que au Sénat, je défends bien évidemment tout ce qui concerne l'agriculture et notamment parce que je connais très bien le territoire et toutes ses spécificités, bien sûr. Et il y a juste une chose dont je voudrais parler, parce que ça n'a pas été évoqué, et qui concerne plus particulièrement notre département, à savoir sur le genre de culture qu'on pourrait y faire, parce que j'ai fait une mission herboristerie au Sénat en 2018, c'est de développer, et notamment sur des petites exploitations, la culture de plantes médicinales et de plantes aromatiques, parce qu'on a un gros déficit en France de ces plantes-là. Il faut savoir quand même que 80% des plantes aromatiques et médicinales sont importées. Donc, et nous, on a un territoire, notamment sur le Causse, où on peut faire ça. Et donc, voilà, c'est quelque chose à mettre en place. Alors, il y a le maraîchage, ça très bien, et il faut le faire parce que, évidemment, on veut développer le local. Mais sur les plantes, on a vraiment un gros marché à conquérir. Et puis, les gens sont en attente de pouvoir acheter du local, justement. Donc, on a, et parce que ça convient particulièrement à notre territoire. Pour ce qui concerne les missions que je fais en ce moment au Sénat, donc il y a une mission qui commence sur la formation agricole que je n'ai pas pu avoir dans mon groupe politique, mais par contre j'ai eu quelque chose de très bien. Je vais commencer la semaine là, mercredi, on fait l'installation d'une mission sur la méthanisation. Voilà, donc, je commence ce travail au Sénat là-dessus et j'attends beaucoup bien sûr parce que je fais partie du comité de suivi ici et de l'observatoire. Vous savez qu'il y a un observatoire sur la méthanisation qui a été mis en place, j'en fais partie aussi. Donc voilà, je suis très en attente et de tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, évidemment avec lequel je suis complètement d'accord. Et parce qu'il y a un développement, on va dire quasi anarchique de cette façon de traiter les déchets et qu'il va falloir y regarder de très près et de voir comment tout ça peut effectivement se mettre en place en harmonie avec tout ce qu'on doit préserver sur nos territoires et notamment sur
sur tout ce qui est les nutriments qui sont présents et dont on ne peut pas se passer. Voilà donc, et effectivement pour ce qui est de la restauration collective, déjà au département, parce que j'étais déjà très à la pointe avec mes collègues Caroline et Dominique sur le développement du local et du circuit court, et parce que voilà, c'est des choses que je vais continuer à défendre au Sénat, et puis que j'avais interrogé le ministre au sujet justement du fait que les gestionnaires de collèges dépendent de l'éducation nationale et pas du département. Faire n'importe quoi maintenant. Les petits piquets. Les casiers des petits piquets. Le critère, c'est voilà, c'est surtout les mères, enfin, la santé des mères. Alors, celle-là, en fait, elle reste ici tant qu'elle boit du lait. Donc on les nourrit d'abord au lait des mères au début, quoi, quand le lait des mères ne sert pas encore à la fromagerie. Et après on a du lait en poudre bio aussi. Voilà. Ce sont des cabris. Et cabriole, ça vient de cabri. Ah ouais. Et capricieux de caprin. Ça grossit moins vite. Et nous ça nous arrange parce qu'avant on prenait des cochons roses qui grossissent très vite. Mais du coup en juillet ils étaient déjà assez gros. En fait de mars à juillet ils étaient suffisamment gros donc on était obligé de les amener à l'abattoir en juillet. Et vendre des colis de viande et tout, ça demandait beaucoup de travail, à un moment on n'a pas le temps. Donc on préfère avoir une race qui grossit moins vite. Donc eux il leur faut juste de février Gascon. à novembre pour faire le poids à peu près 100 kg quoi. Et nous ça nous convient. Alors que les autres, du coup, on est obligé de reprendre des nouveaux cochons en juillet pour les élever à nouveau jusqu'en décembre. Et on va à Figeac tous les samedis. Donc ça, c'est les marchés. Ensuite, je fais une tournée dans les petits magasins du coin, donc sur Bretenoux, Biars, Saint-Céré, Grammat et Figeac. Donc là, je vais dans toutes les petites supérettes bio et pareil, les supérettes Jarutile, Carrefour Contact, Spar. Ça marche bien, ça les en prennent. Et ben ils en prennent. Et ça marche plus ou moins bien suivant les magasins, mais enfin dans l'ensemble ils vendent. Ce qui marche le mieux c'est quand même les magasins bio et le petit utile qui se défend bien à Bretenoux. Et par rapport à un fromage qui serait pas bio, il y a un gros gain par rapport aux contraintes que ça peut amener le bio? Je dirais que pas forcément, parce qu'en fait le coût de notre aliment, l'aliment qu'on achète pour les chèvres est très cher. Ça ne nous fait pas gagner forcément plus d'argent puisque cet aliment vraiment il est cher. Ça vous en coûte pas forcément non plus? Non. Non, dans l'ensemble, nous on est satisfaits, on est convaincus de ça. Ça nous va de payer très cher notre aliment et juste de répertorier, ça peut. Par contre on ne pourrait pas vendre moins cher. Si on vend moins cher, là c'est nous qui allons pas nous payer derrière. Parce que le but c'est quand même que nous on se rémunère. Oui, après on fait de la vente directe à la ferme le soir.